Je rappelle que Loana a été retrouvée morte mercredi à l'âge de 48 ans à son domicile à Nice. Il y a une enquête en plus parce que visiblement il y a une jeune femme qui a disparu avec qui aurait vécu Loana. Et je vois cet après-midi, il y a beaucoup d'informations qui sortent. C'était sur le site de Jean-Marc Morandini que j'ai vu cette information pour tout vous dire. Une enquête a été ouverte en recherche des causes de la mort. Le procureur a précisé que le décès remontait à plusieurs jours. La France avait découvert Loana en avril 2001 dans l'émission Love Story. Mais est-ce que vous êtes gêné par les témoignages ? Est-ce que certains en font trop ? Écoutez, ce que disait Laurent Ammar, ami de Loana. Il était hier soir sur W9. Ça fait des mois, des années que je me suis préparé à ce qui s'est passé. Psychologiquement, j'étais prêt à ça, parce que je savais que c'était inéluctable. Vu ce qu'elle se faisait, vu ce qu'elle s'infligeait, mais comment il aurait pu en être autrement ? Donc c'est lâcher le truc, c'est accepter. C'était être dans l'acceptation de ce qui allait arriver, quoi. Oui, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire ? Wow. On peut dire ça comme ça, ouais. Dans la fatalité, dans l'acceptation, ils n'étaient pas résignés. C'était tous les jours. Mais bien sûr. Quasiment, dès qu'elle le pouvait, dès qu'elle en avait la possibilité, elle prenait des saloperies. Laurent, racontez, vous avez fait plusieurs fois le ménage chez elle. Ah mais oui. Et Laurent allait chez elle, faisait le ménage, vidait toutes les... vidait tout. Ah ben c'était le souk chez Loana. Elle rangeait pas, elle avait un problème à ce niveau-là de toute façon. Je m'étalerai pas là-dessus, mais elle avait un problème d'hygiène pour son appartement. Les bouteilles, vous viriez les bouteilles qui traînaient, les boîtes qu'elle jetait pas. Une fois, j'étais venu la voir et elle était super contente que je vienne la voir et elle avait fait le ménage. Et tout de suite, on a vu la différence. Bon, ce qui est intéressant, et Christophe Bordet, je vais vous redonner la parole, vous dites on en parle le trop, mais on en parle trop parce que c'est un phénomène de société. Moi, j'ai lu beaucoup de choses et c'est vrai que même parfois, ça t'oblige à penser contre toi-même. J'ai vu une jeune femme qui s'appelle Michela Marzano, qui est philosophe et qui a écrit sur la marchandisation du corps féminin. Et elle dit que Loana a subi sous les yeux des millions de téléspectateurs la transformation, elle est la transformation d'un sujet en objet, d'une femme en vitrine. Non, mais on en parle pourquoi ? D'abord parce que c'était la première télé-réalité du genre. Ça vous intéresse pas ce que j'ai dit en fait. Pardon, mais vous dites pourquoi on en parle autant ? On en parle autant parce que c'était la première télé-réalité avec le Loft, on s'en souvient, que Loana, elle est arrivée dans cette émission, mais autant qu'on sache aujourd'hui, elle avait quand même quelques fragilités avant d'arriver dans cette émission. Qu'ensuite, elle avait un besoin d'amour qui était démesuré, elle avait besoin d'être aimée par les gens, par le public, etc. Et on va pas me faire croire aujourd'hui que Loana a découvert des années après ou des mois après qu'elle était filmée 24/24 alors qu'elle savait très bien dans quelle émission elle allait au départ mais c'est et pas qu'elle le sujet, savait très bien à quoi elle s'exposait. Voilà, ça c'est une réalité aussi. Et quand j'entends des gens, mais je sais que vous voulez parler, mais quand j'entends des gens de la télé-réalité aujourd'hui qui réagissent en disant c'est un peu de notre faute, on n'a pas fait... Écoutez, j'ai travaillé 5 ans sur Nouvelle Star, je peux vous raconter comment fonctionne une émission de télé-réalité et comment on fait un casting. Ben justement. Pas de problème. Mais Christophe Bordet, c'est ça qui est intéressant. Vous dites vous-même qu'il y avait des fragilités et il y avait parfois un cynisme à utiliser, instrumentaliser des gens fragiles et les exposer un peu comme aux zoos parce qu'on sait que ça va marcher. C'est ça que je veux Le problème d'une souligner. émission de télé comme ça, non mais vous répondez pas. C'est une recette de cuisine. Oui, mais bon. Ben oui. C'est une recette de cuisine. C'est un dialogue de sourds que nous dedans, avons. il faut quoi ? Il faut des gens. C'est la réalité. Quand vous faites un casting pour une émission comme ça, il faut des gens fragiles. Mais il faut des gens qui ont une grosse personnalité. Mais Christophe, écoutez, etc. soyez. On parle. Je vous écoute. Ce que je veux vous dire, il faut des gens fragiles. Ben non. C'est ça que je. Non, enfin, dans toutes les émissions de télé-réalité, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Eh bien, depuis que ça existe. Et alors, c'est pas parce que c'est comme ça. D'abord, convenez qu'il y a instrumentalisation ou utilisation, et c'est ça peut-être qui est répréhensible. C'est ça un des sujets de la mort de Loana. Je pense que l'instrumentalisation, elle est plus dans le montage même des émissions, en fait, en réalité. Parce que vous gardez que des moments très précis pour faire de l'audience, pour faire du buzz. C'est comme ça que ça se passe.
dans toutes les émissions de télé-réalité. C'était moins vrai à l'époque, c'était la première, on n'avait pas le recul, justement. Loana, vous dites, elle savait où elle mettait les pieds, mais par définition, c'était la première télé-réalité en France. Je pense qu'elle n'a pas mesuré, ni elle, ni personne à l'époque. Tous les candidats signaient un contrat dans lequel il était indiqué que tout était filmé. Non, mais d'accord, mais elle ne savait pas les répercussions que ça... Je pense qu'elle a été très surprise en sortant du loft de voir qu'elle était une vedette à ce point, qu'il y avait des émeutes sur les Champs-Élysées. On peut regarder cette histoire sous un autre prisme. Fabien Antonienne. Au-delà de cette façon un peu impudique de regarder ces émissions, parce qu'il y a quelque chose d'impudique. Moi, je suis un peu pudique, vrai. donc j'ai jamais vraiment adhéré à ça. Mais il y a quelque chose qui m'a touché, parce que bon, au-delà, on a tous connu cette période, mais moi, j'ai pas regardé tellement. Mais ce qui me touche, c'est que c'est une histoire un peu un conte de fées à l'envers. L'histoire d'une pauvre fille qui dansait comme ça, qui s'est retrouvée au Zénith et qui a fini, dont l'histoire est un peu tragique. Si c'était un film, on pourrait l'intituler Le triste crépuscule des étoiles mortes. Mais c'est ça que je vois, moi. C'est quelque chose qui m'a bouleversé. Et donc, plus on parle de ça, plus cette fin où elle était morte depuis longtemps, ça me bouleverse. C'est horrible. Sabrina Medjeber. Non, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Fabien, c'est vrai. C'est le destin malheureux d'une femme qui est née dans une misère affective et financière et qui est morte dans une misère affective et financière alors qu'elle a connu une gloire saisissante comme ça du jour au lendemain. Et moi, Christophe... Elle a été très mal entourée aussi par la suite. Moi, je ne remets pas en question la façon dont les émissions sont élaborées. Moi, je constate juste que cette femme, elle s'est retrouvée comme ça, du jour au lendemain, placardée, invitée partout. Elle a évidemment été influencée, reconnue, parce que quand on n'a pas la reconnaissance d'un père, et en plus elle a été battue par son père et d'une mère, on est carencé, effectivement. Donc elle s'est vite identifiée à ceux qui l'ont entourée. Elle s'est retrouvée dans un engrenage, et ça n'a pas fait d'elle une personne idiote, ça n'a pas fait d'elle une personne inconsciente de ce qu'elle vivait. Elle a été très mal entourée. Elle a plongé dans l'alcool, dans l'héroïne, dans la cocaïne. Moi, je suis entièrement d'accord. Non, mais victime du sexisme, ça c'est encore un autre argument. On peut dire que toutes les femmes sont victimes du sexisme. Là, en l'espèce, la singularité de Loana, c'est que c'était une personne fragile, certainement mal entourée, exploitée certainement. Je ne remets pas ça du tout en question, mais je souligne juste, comme dit Fabien, c'est le destin tragique d'une femme qui finalement est morte comme elle est née. Et c'est ça, moi, qui me touche en réalité. Moi, il y a des choses que j'ai lues. Il y a quelqu'un qui s'appelle David Le Breton qui a théorisé le désir de disparaître qui saisit ceux dont l'enveloppe charnelle est devenue prison, la blancheur qu'il décrit, cette volonté de déconnexion totale, d'absence à soi-même est lisible sans doute dans les addictions de Loana. Donc ça pose effectivement des interrogations. Et alors au-delà et Fabien a raison, au-delà de la tristesse de cet épilogue, il y a aussi des sujets sociétaux et sur la télé-réalité. Comment ces jeunes gens... Et pour tout vous dire, je pense qu'on ne ferait plus ça aujourd'hui. Je pense que les producteurs n'utilisent pas ou n'instrumentalisent pas de la même manière. Il y a plus de garanties qui sont prises sur les héros de la télé-réalité. Non, les candidats savent dans quoi ils mettent les pieds, c'est tout. C'est possible aussi. Bon, il est 16h26, mais la société, elle est plus encadrante qu'elle ne l'était il y a 25 ans sur ces sujets-là. On en a beaucoup parlé hier, donc on ne va pas de nouveau faire l'entièreté de l'émission sur Loana, mais on peut conclure par deux ou trois remarques. J'ai vu que Benjamin Castaldi, par exemple, avec beaucoup d'élégance, avait dit voilà, j'ai parlé, je ne souhaite plus rien dire, je n'ai pas envie de courir tous les plateaux pour témoigner de Loana, et j'ai trouvé que son intervention sur Loana était plutôt intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais mon avis, c'est que le seul et unique responsable dans tout ça, selon moi, pendant des années, ça a été les médias. Le seul et unique responsable. Parce qu'elle a été invitée partout, elle a été glorifiée dans tous les médias, ils s'en sont servis aussi pour imposer la télé-réalité en France, et ensuite elle a été laissée complètement de côté. Elle a été avalée par le système, personne ne s'en est occupé, et je pense que c'est ce qui aussi l'a fait sombrer. Voilà, donc je pense que les médias ont une énorme part de responsabilité dans la mort de Loana, je pense. Mais c'est toujours pareil, c'est l'œuf et la poule, c'est des gens qui regardent. En fait, nous faisons une télévision de la demande. Voilà, c'est ça la réalité. C'est pas une télévision de l'offre, c'est une télévision de la demande. Et c'est vrai que cette demande-là existe. Cette demande de voyeurisme, cette demande on le savait pas au départ. Mais il y avait un phénomène tout à fait particulier, parce que vous avez dit, vous n'avez pas regardé. Moi, j'ai regardé, je me souviens très bien. Et je regardais en trouvant
que regarder était stupide. Et je m'en amusais avec des amis. Je disais, on est en train de regarder un programme qui n'a absolument aucun intérêt, et je suis addict à quelque chose que je trouve particulièrement stupide. Ça m'arrive avec de Laure regarder. Despraux, moi. Voilà. Il est méchant. Il est méchant. Moi, ça m'arrive avec vos films. Très souvent. Très souvent. Bon, allez-y. Bon, mais et on a tous parfois ce rapport-là aux choses. Ça peut nous arriver de la même manière. Le voyeurisme. Voilà, on regarde ça. Alors, évidemment, ça a duré peu de temps. C'est-à-dire que le Loft 2, d'ailleurs, ça n'a même pas marché, puis je ne l'ai jamais regardé. C'était une première, ça nous amusait. Ouais. On trouvait invraisemblable cette histoire. Est-ce que vous méprisiez un petit peu? C'est ce que j'ai entendu dire. Que votre génération méprisait. Moi, je méprise jamais rien. Je méprise jamais ça. Ça peut me faire rire, ça peut me faire sourire. La télé traditionnelle a méprisé un petit peu. C'est ce qu'on m'a dit. Le milieu intellectuel, surtout. Faut jamais. Quand tu es journaliste, me semble-t-il, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi le plus grand nombre est touché par quelque chose. Et alors, c'est vrai que moi j'ai un goût assez populaire, mais tu peux aimer Louis de Funès et Marcel Proust. Souvent, je passe mon temps à dire ça. Tu peux aimer. Nous, par exemple, sur les 48 dernières heures de nos émissions sur CNews, on a fait 1 heure avec Anna Finkielkraut. 1 heure. Personne n'a fait 1 heure. C'était une émission formidable et le public était au rendez-vous. Et puis, on a beaucoup parlé de Loana hier. Et tout ça n'est pas incompatible. Et parce que le public, il n'y a pas de mépris. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de mépris. Moi, j'ai pas de mépris à regarder ça. Et pourquoi la télé-réalité a eu tant de mal à s'imposer, et pourquoi De Taverneau a dû l'imposer au forcing? Non, mais ça ne se traduit pas comme ça. Il n'a pas imposé au forcing. C'est-à-dire qu'il a fait du business. Il a fait du business, Nicolas de Taverneau. Il a bien compris comment il pouvait en bénéficier. Il y avait un accord avec TF1 qui existait, un accord non écrit. Il a rompu l'accord. Il a fait un tour de cochon aux gens de TF1. Il s'était engagé à ne pas faire de télé-réalité. TF1 s'est fait avoir. C'est assez rare pendant 20 ans. Patrick Lelay et Étienne Mouget se sont fait avoir. Il a fait à TF1 ce que TF1 faisait généralement aux autres, parce que ça se passe comme ça dans ces milieux. Donc voilà, l'important c'est d'être plus rapide que l'autre. Et puis après, tu vas donner des sons de morale en disant jamais nous n'aurions fait ça. Nous, TF1, on ne veut pas faire de la télé-réalité. Tu parles, s'ils avaient pu le faire, ils l'auraient fait sans doute. Mais ils l'ont fait après. Et il a bien fait au final, non? Puis il a vite compris qu'il y avait de la demande. En fait. Voilà, il y avait demande et les émissions étaient événementielles. Et là, ça faisait du monde sur M6, c'était passé sur TF1, ça aurait fait encore sans doute plus de monde. Bon, et puis c'est comme cela. Mais aujourd'hui, je pense que ça ne se ferait plus de la même manière. La fragilité, oui, je pense qu'on prend plus soin des personnes, des candidats. Il y a un suivi psychologique, oui, ça c'est vrai. On prend plus soin parce que, je vous dis, la société, elle est plus encadrante. Tu peux être rattrapé par la patrouille. Déjà, regardez, à 25 ans de distance, Alexia de La Roche-Schubert, elle a été accusée. Donc à 25 ans de distance. Et ce matin, les titres dans la presse, c'est tous coupables, souvent. Donc voilà. Pour reparler de la presse, la presse qui n'est pas forcément populaire, avec Mathilde Seigné, on se rappelait hier quand même qu'elle a fait plusieurs fois les couvertures de Elle. Bien sûr. En elle a écrit un bouquin. Et donc ça a été suivi quand même. Et après, tout le monde l'a abandonné. C'est ce que je dis. Oui, oui, bien sûr. Tout le monde l'a abandonné. Mais tout le monde l'a abandonné. Je sais pas si ça veut rien dire. Il a ensuite abandonné. C'est vrai pour tous les gens, c'est vrai pour les jeunes femmes qui passent parfois dans le cinéma. T'es aussi responsable de ta vie. C'est aussi une chance parfois. Mais aujourd'hui tout le monde la pleure, mais personne ne l'a aidé. C'est juste ce que je dis. Non, mais c'est pas comme ça la vie. Ces tentatives de suicide, etc. Pas comme ça la vie. On parlait la semaine dernière de Fanny Bastien qui jouait dans Pinot Simple Flic, etc. Elle a pas. Cette génération n'a pas toujours su prendre le relais du bâton qui lui était tendu. Vous voyez, citais ce matin Sophie Marceau. Sophie Marceau, à 14 ans, elle devient une héroïne dans un film formidable, mais une grande star. Elle aurait pu être laminée par ça. Ben non, au contraire, ça l'a servi. Ce film l'a servi et elle fait une carrière magnifique. Mais il y a un aspect aussi, Pascal. Alors elle était sans doute plus cortiquée, plus encadrée par sa famille. Mais dans ces vies de stars-là, il y a la vie diurne et il y a la vie nocturne. Il y a aussi les mondanités qui font partie de la vie. Quand Sophie Marceau a 14 ans, elle ne va pas tout de suite en boîte. Ça l'attend un certain temps avant, justement, de se laisser
Voilà. Non, mais c'est vrai, imbibé d'un univers très mondain, très nocturne, où l'alcool coule à flot, où les drogues circulent. Il y a ça aussi qui participe malheureusement à la déconfiture de la personne. Elle était sans doute plus équilibrée, et puis elle allait en boîte parce qu'elle allait à la main jaune dans la boum. Vous alliez avec elle? À la main jaune? Oui. Non, je suis jamais allé à la main jaune. Non, mais l'univers de la nuit, le monde de la nuit est un monde très dangereux. La boum. Pardon. Vous n'avez pas compris cette allusion. Il comprend pas grand-chose. J'ai vu il y a très longtemps. J'ai vu il y a une discothèque, la main jaune, et c'était une discothèque dans laquelle on. Vous avez travaillé à la main jaune, Fabrice? Oui, mais pas à l'époque de la boum, un petit peu plus tard. C'est la discothèque où il y avait les danseurs qui tournaient en roller autour de la piste. Exactement. Ah, mais ça, c'est formidable. Mais quand est-ce que vous avez travaillé à la main jaune? Vous faisiez quoi? En 89, je faisais les après-midi de la main jaune, les samedis et les dimanches après-midi. C'est-à-dire les après-midi, vous étiez Vous étiez gigolo? Vous faisiez quoi? Meilleur gigolo que réalisateur. Qu'est-ce que vous faisiez? J'étais DJ, j'étais à la console, je mixais. Voilà. C'est l'année où ça a fermé. C'est ça, ils ont fermé juste après. Je salue Jean-Pascal, merci. Je salue Fabrice Lafitte, l'excellent Fabrice Lafitte, le remarquable Fabrice Lafitte.